1er septembre, la réforme de la facturation électronique Bonjour à tous, donc aujourd'hui on a David qui va nous présenter Sécuriser vos prototypes avec OAuth2 Proxy Anubis. Bonjour, merci d'être venu pour ce dernier talk. En plus, avec la chaleur, je peux comprendre qu'on peut être mieux dans un Mac que parler sécurité. Or, c'est l'objectif de ce talk, c'est de vous montrer que c'est pas compliqué de mettre en place une brique sécurité avec ces deux outils-là. Tout d'abord, est-ce que vous êtes plutôt étudiant dans la salle ou il y a déjà des personnes qui travaillent? Très bien, que des étudiants. Ça va être plus rapide, même pas besoin de poser les autres questions. Et donc, principalement DO, c'est ça, ou il y a d'autres filières? Je connais pas DAMS. Très bien, merci. Et est-ce qu'à tout hasard, quelqu'un connaît quoi? Non? C'est que des nouveautés, ces deux outils? Ah. Non. D'accord. Le protocole ou le proxy? Ouais. On va approfondir. Bah, très bien. Vous avez déjà des premières briques, donc on va les étudier. Tout d'abord, le contexte. En 2024, je travaille dans une startup qui s'appelait Soft. Donc je mets la casquette de la startup. Non, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. Et ce qu'ils font, c'est une calculatrice carbone. Donc, elle va se connecter sur vos cloud providers et va venir faire des dashboards, FinOps et CO2, pour dire combien consomme votre infrastructure, les impressions que vous utilisez, le stockage, par exemple des vidéoconférences. Donc, elle va tout calculer et vous donner ce joli dashboard. Principalement, la code base est faite en Spring. Et ils utilisaient Retooled pour leur POC, leur prototype, qui présentaient à leurs clients afin de faire ce va-et-vient et pouvoir rapidement itérer pour que l'interface matche au mieux les besoins clients. Et donc c'était l'outil Retooled qui était principalement utilisé. Et il y a une data eng qui a dit Streamlit, ça commence à être le standard au niveau prototype. Donc je souhaite développer un nouveau dashboard en Streamlit. David, comment on fait? Parce que si on regarde sur Internet, on a cette jolie, elle vient d'être à jour aujourd'hui. Donc je suis allé récupérer la screenshot. On voit que depuis longtemps, donc quasiment 2 ans, donc ça fait 1 an et demi que cette lib n'est pas mise à jour. Donc est-ce que le développeur continue à la maintenir? Est-ce que les failles critiques sont corrigées? Ça, on ne sait pas du tout. Donc au niveau de l'étude de la startup, on s'est dit on va voir s'il n'y a pas d'autres standards, parce que si on part sur un outil spécifique à Streamlit, peut-être le développeur n'est plus là, il a été embauché dans une autre boîte, donc ça va être déjà de la dette technique de mettre en place cet outil. Donc l'objectif que j'avais en venant juste d'arriver dans Soft, c'était comment sécuriser notre application, prototype ou pas, facilement, sans modifier le code du développeur, de préférence, et que ça soit voilà, très simple à mettre en place plutôt qu'utiliser une lib farfelue. Donc on va explorer OAuth2 très rapidement. Je vois que vous avez déjà les connaissances. Je vais vous présenter donc cet outil qui s'appelle OAuth2 Proxy. On va avoir une live démo et les difficultés que j'ai rencontrées durant ce projet au sein de cette startup. Et en deuxième partie, on verra Anubis, comment empêcher les LLM de venir scraper votre site. OAuth2, qu'est-ce que c'est? Il y a très fort longtemps, quand j'étais encore dans les bancs de l'université, on avait Facebook pour discuter avec nos collègues. Et à l'époque, quand on voulait rencontrer d'autres personnes, il fallait mettre son email et le mot de passe de son email pour essayer de trouver d'autres contacts. Donc ça, c'est une vraie image de chez Facebook, donc il y a 10-15 ans auparavant, où Facebook vous demandait, s'il vous plaît, donnez aussi votre email, votre mot de passe de votre email. Comme ça, je veux savoir si Toto et Tata sont aussi sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne pratique de sécurité au niveau cyber. Jamais donner un mot de passe, un credential tierce. Et très rapidement, quelques semaines après, tout de suite,
du phishing où ils disent ah bah il y a eu un leak, on sait que vous avez cette adresse email, bah s'il vous plaît pour remettre à jour vos contacts, remettez votre mot de passe. Et là c'était l'attaquant qui récupérait gratuitement le mot de passe. Donc l'objectif de OAuth2, c'est comment on peut accéder à un service sans communiquer ce couple identifiant mot de passe facilement. Et donc c'est comme ça que Microsoft en 2012 a sorti OAuth2 l'Authorization Framework. Donc c'est le protocole une RFC avec son numéro, et donc qui vient venir faciliter pour pouvoir utiliser un service tierce. Il vient aussi avec tout un vocabulaire. On ne va pas l'approfondir là en 25 minutes, mais il y a tous ces termes qui viennent aussi avec la RFC. Et là, vous avez une vidéo, vous cliquez dessus, il vous explique en 5 minutes à quoi correspond. Et même si vous voulez vraiment être dans la profondeur avec un scénario, je vous recommande ce talk de Julien Topsou qui explique pas à pas OAuth2 Proxy, comment ça fonctionne et quels sont pourquoi il y a 2.1. Et il va l'expliquer dans un talk de 45 minutes. Et donc il va avec les définitions et tout ça. Donc je vous recommande pour venir approfondir sur ce protocole. Au niveau de OAuth2 Proxy, c'est quelque chose qui a été créé juste après la mise en place du protocole. Ça a été créé par Bitly. Et donc il y a aussi le protocole OIDC pour pouvoir gérer aussi cet échange. Il fonctionne en mode proxy et l'intégration est très simple. C'est ce qu'on va le voir ce soir. Il y a deux modes de fonctionnement, soit en mode reverse proxy, soit en mode authentification avec le middleware. Et dans ma démo, je vais utiliser ClickLock. Il y a d'autres outils d'authentification de Identity Provider. J'utilise ClickLock parce que c'est ce que j'ai utilisé au sein de cette startup. Et vous en avez d'autres dont vous pouvez le voir ici la liste. L'objectif de ce soir, c'est que j'ai eu exclusivement les données de Opus 4.9. Et donc c'est ça qu'il faut sécuriser parce que il ne faut pas qu'il y ait de ça leak. Donc c'est parti pour la démo. Tac. Et je vais déjà afficher le site. Donc bien sûr, comme je suis en local et que je suis en HTTP avec un certificat non signé, il faut que j'autorise. Et si j'ai pas d'effet démo, ça va charger. Et je vais mettre aussi à la bonne taille. Tac. Il était un peu perdu. Donc voilà la donnée, le prototype, une petite page web, ça peut être n'importe quel site que vous voulez. Donc ça accède sans problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place OAuth2 Proxy, qui va venir s'installer sur mon cluster cube et qui va venir, on le voit en bas, il est apparu, il se déploie, j'ai l'ingress. Donc si je retourne sur mon site, je vais avoir une mire de connexion. Déjà on voit que j'accède à un autre site qui est ClickLock, que j'autorise également. Et là, sans rien toucher au code, juste en mettant un sorte de sidecar, un pod, il me demande une authentification. Donc je m'authentifie en tant que l'utilisateur démo et son mot de passe super sécurisé qui est démo. Et voilà, on a toujours le même fonctionnement de notre site. Et là, on peut se dire, bon, c'est bien beau, mais on a des grands comptes. Et au début, on va travailler avec ces grands comptes. Et après, on va donner l'accès à des petits comptes pour faire nos prototypes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un groupe de bêta users qui est sur ClickLock. Donc là, si je me connecte en tant qu'admin, tac, et son super mot de passe. Si je vais sur le Streamlit, là, donc on a bien nos deux utilisateurs et j'ai un groupe bêta user. Donc ce qui se passe, il n'y a qu'un seul membre, c'est démo 2. Donc j'ai scripté pour que ça soit plus vite et qu'il n'y ait pas si je relance mon pod uniquement en disant seuls les personnes qui sont dans le groupe bêta user peuvent accéder à mon application. Si je retourne sur la bonne fenêtre, excusez-moi. Je suis toujours avec le même credential. Je n'y ai pas accès.
je reprends cette adresse. Parce que je vais pas effacer les cookies. On va venir ici par exemple. Tac. Et si je me connecte avec le user 2, est-ce que ça a fonctionné? Tac. Voilà. Donc démo 1 n'a pas accès. Est-ce que lui, il y a accès? Je fais partie du bon groupe, donc j'y accède. Tac. Donc comme je vous ai montré, votre système d'identity provider, vous avez des groupes et vous pouvez dire à Auth Proxy, seuls ces groupes-là sont autorisés ou pas. Il y a toute une configuration disponible sur leur documentation, sur leur site. Pour cela, vous allez créer un client Auth2 Proxy ID Connect directement sur Keycloak ou sur votre Identity Provider. Vous allez mettre le secret, vous allez renseigner à Auth2 Proxy, voilà le secret pour faire la communication avec votre Identity Provider, ici Keycloak. Vous avez donc aussi le système de redirection, uniquement des redirections listées ici seront autorisées. Et donc là, le secret, il n'était pas très compliqué. Comment ça fonctionne au niveau de la sécurisation? Si on va dans le passé, si on va avant l'automatisation, il faut rajouter juste 2 annotations. Là, dans mon cas, je suis avec un ingress NGINX. Donc il y a 2 annotations qui vont venir. Donc là, là c'est les 2 annotations que j'ai de base. Et si on sécurise, on met juste les 2 annotations en disant au fait, je suis sécurisé avec Auth2 Proxy. Va le communiquer, voici son adresse au sein du cluster, et voilà comment tu commences la procédure. Quand tu as fini, tu reviens avec moi et je pourrais t'autoriser. Ce qu'on va mettre en place, ce qu'on a mis en place, c'est la restriction sur nos groupes, donc qui est en dessous. Je me suis trompé sur la. Donc ici, vous pouvez rajouter un extra var sur Auth2 Proxy et lui dire seulement les bêta users. On peut le faire de manière automatique. Donc dans un cluster, avec par exemple Kyverno, vous pouvez mettre en place une policy en disant toutes les personnes qui sont dans ce namespace vont avoir Auth2 Proxy et donc vont devoir s'authentifier. Pareil, aucune modification au niveau du code des pods qui tournent sur ce namespace. C'est Kyverno qui va dire un instant, il y a une policy qui s'applique, je vais discuter avec Auth2 Proxy, si tu es autorisé, let's go. Et donc là, en mode semi-automatique, vous pouvez dire la policy existe et c'est le développeur qui peut rajouter ces notations si vous souhaitez laisser le choix. Donc ça fonctionne de la sorte. L'ingress controller, il voit les annotations, ça discute avec Auth2 Proxy qui vérifie si l'utilisateur est bien authentifié et si ça tout fonctionne bien, on redirige, on dit je te donne un cookies pour le navigateur et tu peux accéder à l'application sécurisée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des soucis quand on discute avec plusieurs environnements, donc des rest conditions, même là quand on fait la démo. Donc on peut venir, ce que fait le navigateur derrière vous, quand je fais la démo, vous vous rendez pas compte, mais il va accéder à des prefetch, il va essayer d'accéder au favicon, à ce genre de choses. Et des fois, il y a un souci où il dit je me suis authentifié plusieurs fois, donc le cookies ne match pas. Donc pour cela, il faut faire une expiration et ça évite d'avoir sa rest condition. Et au niveau des domaines, si vous avez un nom de domaine qui englobe un autre, pareil, le navigateur il ne sait pas quel cookie envoyer. Et si vous n'envoyez pas le bon, le Auth2 Proxy, le Keycloak dit je ne te connais pas, donc on obtient une erreur 500. Et pour cela, à l'époque, c'était mon petit jeu de test de benchmark de LLM. Ils étaient incapables de faire cette tâche DevOps. Et là, quand Opus 4.6 est sorti, je lui ai dit, au fait, j'ai ce problème-là. Et en gros, il fallait bien mixer un couple de paramètres sur Auth2 Proxy. Les trois suivantes, avoir bien un secret cookie qui est différent et donc de ne pas avoir des overlaps. Il y a juste un petit problème cependant, c'est que quand vous connectez sur l'environnement de staging, comme c'est un sous-domaine, il envoie quand même le cookies de prod, mais Auth2 Proxy le rejette et vous avez à nouveau la mire de connexion pour vous authentifier. Auth2 Proxy, c'est vraiment quelque chose qui est ubiquitaire. Je m'explique. C'est comme l'électricité,
ça tourne depuis longtemps et vous ne posez pas la question qui produit l'électricité. Bah, c'est la même chose pour O2 Proxy, c'est partout. Si vous utilisez Kiro, quand vous authentifiez, vous avez ça. Si vous utilisez Claude, pareil. À un moment, vous avez de l'O2 Proxy pour s'authentifier avec le Claude CLI. Donc c'est vraiment partout. Là, donc j'ai expliqué Claude, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, si vous voyez dans l'URL, c'est exactement le O2 Proxy le protocole qui est utilisé. Et c'est pas sécurisé si même les organismes bancaires l'utilisent déjà en prod, donc ne vous inquiétez pas, si eux l'utilisent, c'est que c'est robuste. Donc l'avantage, c'est facile à mettre en place, c'est juste un pod supplémentaire à configurer avec des variables d'environnement ou avec une configuration, une config map. Très simple à utiliser pour les développeurs. S'ils veulent juste je veux une mire de connexion, rajoute les annotations. Si vous voulez faire ça de manière automatique, il suffit juste de mettre une policy. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la manière des ingress va changer. Maintenant, on va passer en Gateway API. C'est ce que a parlé Kevin Devin ce matin. Donc, malheureusement, on n'a pas cette facilité. Il y a une GEP, donc il y a une issue qui a été ouverte pour obtenir ce genre d'annotation facile, aussi sur la Gateway API. Transparent pour les développeurs. Et donc, on peut faire ça de manière automatique. Si vous voulez la démo, elle est disponible sur le GitHub. Anubis, il me reste Très bien, bon, en temps et en heure, nickel. L'avantage de ce deuxième outil que je vais vous présenter ce soir, c'est de permettre donc d'éviter que les LLM viennent scraper votre site et de manière indirecte aussi réduire les coûts. Parce que tous ces appels font du CPU ou éventuellement déploient de nouveaux pods sur votre infrastructure. Donc si vous les bloquez en amont, ça évite d'avoir ce scaling up. Donc c'est un outil qui va identifier le risque et qui va dire, par exemple, si c'est un flux RSS, si c'est un Git, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un navigateur Chrenios ou qui est connu d'être utilisé par les IA, alors on va mettre en place un challenge, un proof of work, donc comme dans la crypto. Donc il faut prouver qu'on a du CPU et c'est ce qu'on a sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs, qu'on a du CPU à consommer pour montrer qu'on est vraiment sur une grande infrastructure, sur quelque chose de dur et non pas sur un microservice qui n'a pas beaucoup de mémoire ou de CPU et qui va mettre une plombe à faire ce challenge. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est cette interface qui, durant la première connexion, qui, si Anubis a un doute, va vous dire, hop, un petit instant, prouve-moi que tu as du CPU à cramer, prouve-moi que tu es sur quelque chose que tu possèdes et que tu n'es pas limité. Tu as un petit challenge de quelques secondes à faire. Si tu es sur une infrastructure, ça se fait très rapidement. Et dans le cas contraire, vous allez être bloqué à cette étape-là. Donc ce qui fonctionne, c'est il va faire sur 3 parties. La première, donc il va regarder les headers, le user agent, donc une sorte de fingerprint. Il va regarder aussi au niveau JavaScript, souvent quand c'est bloqué ou ce genre de choses, ou dès lors que vous avez des choses qui ne sont pas autorisées sur votre navigateur, peut-être vous êtes en mode scrapping. Et dans le cas contraire, on fait une petite proof of work, ça se fait une seule fois la première, et on vous donne un cookies. Et pour ceux qui veulent savoir un peu plus en détail, voilà comment ça fonctionne. C'est un peu comme un peu dans la crypto. On vous donne un hash à faire deviner avec un nombre de zéros devant. Et l'ordinateur, ici dans votre cas c'est votre navigateur, va tenter. Dès lors qu'il l'a, il va soumettre à votre serveur et il va dire si c'est une bonne réponse ou pas. Si vous voulez être plus dans les détails, si vous aimez les maths, l'algorithme en détail. Et si vous voulez vraiment faire cramer le CPU des AI scrappers type Claude, ChatGPT, vous mettez une difficulté au max, et ça va mettre une plombe à être réalisée. Donc je pense qu'ils vont timeouter avant de connecter à votre site. Pourquoi utiliser Anubis? Vous pouvez utiliser Cloudflare, ils ont aussi un bot management. Mais c'est pas open source, vous ne savez pas quel algorithme tourne derrière, il faut payer.
C'est parce que c'est uniquement dans le tiers enterprise. Akamai aussi propose ce genre de choses. Si on va côté français, Cocorico, il y a Datadome, mais pareil, c'est quelque chose qui n'a pas en free tiers. Donc si vous voulez juste protéger votre Home Lab, bon, normalement il n'est pas exposé à Internet, mais si vous voulez protéger votre site personnel de ce genre d'action malveillante, du moins qui va consommer du CPU sur votre infra et que ce n'est pas des requêtes pertinentes, vous pouvez mettre en place ce genre de pare-feu. Ça se met très simple, hein, fichier de configuration, vous dites ce que vous autorisez ou pas, allow list ou deny list. C'est utilisé déjà bien partout. Proxmox l'utilise, certains sites sur Gitea aussi, il y a même Valve. Donc sur certains sites, s'il ne sait pas d'où vient le client, d'où vient la requête, bah, il vous force à faire ce challenge. Même un site sur l'UNESCO l'utilise, donc ça commence à être utilisé un peu partout, c'est pour ça que je vous le présente ce soir. Et allons-y. On va switcher, on va aller ici, tac tac tac. Donc ça c'est mon interface. Et la première fois, il y a le challenge. Une fois que vous êtes connecté, vous avez beau requêter, vous avez le cookies d'Anubis, il n'y a plus besoin de faire ce challenge. Si vous connaissez un peu si les LLM providers respectent le standard, il y a aussi un robot.txt. Et donc, voilà ce qu'Anubis propose. Il dit normalement, tous les bots n'ont pas accès. Donc, ils sont en disolo. Et ça, vous n'avez pas besoin de vous le faire vous-même. C'est Anubis qui vient qui s'occupe de ce fichier-là. Donc c'est même pas moi qui l'a codé, c'est Anubis qui le propose. Donc il se charge si un nouveau leader ou un nouveau LLM provider, je sais pas, par exemple ceux d'OVH ou de Scaleway, ils vont apparaître sur cette liste. Et donc si on regarde un peu dans les logs, le Anubis vous dit quand il a des doutes ou pas. Donc là, dans mon fichier de configuration, j'ai interdit les Mozilla la version 5.0. Donc là, si j'essaye, il va me dire, bah voilà, je suis pas sûr, est-ce que vous n'êtes pas un bot? Et donc là, normalement, j'ai un challenge à faire. Comme je suis en curl, comme je suis dans la terminale, bah, j'ai pas de JavaScript, je vais pas pouvoir le résoudre. Donc à chaque fois, je vais obtenir le même message. Et dans ma fichier de configuration pour la démo, je me suis dit, curl de base peut y accéder. Donc voilà. Normalement, si vous ne matchez pas la denied list, vous avez votre site habituel qui s'affiche. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les informations ici. Donc là, si je m'obstine, je ne vais jamais pouvoir réussir à me connecter dessus. Donc voilà comment fonctionne Anubis. Je retourne sur ma... Et vous pouvez être plus précis au niveau algorithmie, venir faire toute cette configuration que lui fait par défaut, mais il est entièrement configurable. Et vous pouvez choisir la difficulté, et donc mettre une difficulté de 14 si vous voulez vraiment cramer les... Bon, ils sont déjà en négatif, ils sont déjà en train de rouler à perte, mais bref. Donc facile à mettre en place, comme vous pouvez voir, un robot TXT qui est bien complet. C'est éco-conception parce que ça consomme moins de 128 mégas de RAM. Donc c'est rare de nos jours. Un Electron n'est pas aussi performant. Ça vous permet de faire aussi des réductions de coûts au niveau FinOps. Cependant, prenez note, vous pouvez avoir un impact important selon comment vous configurez sur le SEO, donc comment vos moteurs de recherche vous indexent. Surtout que de nos jours, Google va passer sur cette partie-là un peu LLM. Et sur le GIO, qui est le Generative Motor, la Engine Optimization, en effet, maintenant, il y avait le SEO, maintenant les GIO, où l'idée, c'est de venir optimiser notre recommandation, même dans les chatbots. Donc ça, je vous l'ai présenté, c'était au cas où. Donc, vous pouvez venir faire ce que vous voulez. Si vous voulez plus dans le détail, il y a un magazine qui aussi présente cette partie-là en page 42. La démo, nous l'avons faite. Et maintenant, on va faire la partie avec Anubis. Donc, je retourne sur ma petite démo. Si je mets Anubis en frontal. Donc, ça met un peu de temps à être déployé.
Donc là, on est toujours sur mon Opus 4.9. Je veux pas que mon concurrent ChatGPT vienne le voir. Si je retourne dessus, on a un challenge. J'étais déjà authentifié comme démo 2. Donc là, j'ai toute la suite. J'ai Anubis qui vérifie si je suis un scrapper ou pas. Et après, Hôte de Proxy qui fait son travail. Tac. Donc au niveau architecture, première partie Anubis et le fameux NGINX qui communique avec Hôte de Proxy qui regarde si on est bien authentifié. Donc c'est quelque chose qui est, moi je trouve assez simple à mettre en place, rapide. L'éco-conception de nos jours c'est quand même important. Les inconvénients j'en ai pas trouvé hormis la partie GIO, donc à étudier au cas par cas. Je suis David, donc depuis 6 mois je travaille chez Eudonet et sinon j'ai travaillé chez OVH Cloud pendant plus de 5 ans en tant que Data Ops. Et j'ai eu l'occasion de faire un projet de fin d'études avec Facebook, avec Meta de nos jours. Eudonet, c'est un CRM qui est maintenant sur les microservices et donc qui va aussi embrasser cette partie IA. Et donc de pouvoir interagir avec sa donnée à travers un LLM ou des outils MCP. Et on va finir par une petite citation de Devox de Laurence qui dit que maintenant dans le monde de l'IA, on ne sait pas trop, c'est une révolution, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et il faut agir avec raison dans l'incertain. Merci beaucoup pour vos attentions et je remercie beaucoup les sponsors pour avoir permis cet événement d'être réalisé, nos chers bénévoles ainsi que les organisateurs pour ce magnifique Polycloud. Donc place aux questions si on a le temps. Et si vous voulez les slides, ils sont disponibles dans le QR code. Donc n'hésitez pas, vous avez les slides et prenez 2-3 secondes pour venir mettre votre petit avis. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Juste par rapport à ce que tu viens, enfin la fin là, au niveau du petit problème qui est du GIO pour Anubis, je trouve ça cool parce que moi j'ai des sites qui font de l'affiliation, donc j'ai besoin de rester visible par Google pour voir mes métriques et puis être indexé. Mais par contre, je me rends compte que mon contenu il part dans les LLM. Et donc je voulais savoir, le fichier que tu as montré qui est fourni par Anubis, on peut le configurer et enlever, par exemple, garder Google Scrap pour voir s'il peut, il peut venir sur notre... Oui, je pense que c'est ce qui permet dans la configuration. Là, c'est le truc par défaut que j'ai présenté. Mais si vous souhaitez tolérer tel ou tel modèle ou entreprise, il suffit juste de configurer en disant c'est autorisé. Ok, merci pour ce petit tips. Avec la solution Keycloak que vous avez mis en place, donc de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme un proxy. Mais est-ce que derrière le site qui est servi a un moyen d'accéder aux données d'utilisateurs Alors là, c'est au niveau de la configuration du JWT. Je sais pas si normalement il est à destination de Hôte de Proxy. Donc ça peut-être il faut le configurer au niveau je doute que tu puisses l'utiliser comme ça en l'état. Donc est-ce que je pense qu'il faut le faire côté métier, côté de ton back-end et de venir faire cette authentification ou voir s'il y a cette possibilité de déléguer et donc de venir voir le scope et de récupérer les informations de l'utilisateur. Ça c'est une très bonne question. Vu qu'on était dans du POC, malheureusement j'ai pas pu approfondir cette partie-là. Je ne vais pas pouvoir te dire si c'est go no go, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée vu qu'il est là, autant ça serait bien de pouvoir s'en servir le JWT. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon. Merci encore pour ce talk. Pour ceux que ça intéresse, il y aura une scène ouverte à partir de 18h où tout le monde est amené à prendre la parole. Si vous souhaitez parler d'un sujet quel qu'il soit, vous pouvez voir avec le staff. Et après, vous pouvez en discuter avec tous les gens qui seront en pétave du coup à 18h.
et profiter. Hein, c'est vraiment une bonne occasion. Hein. C'est vrai que être derrière le pupitre, ça peut faire peur. On commence comme ça en entreprise ou même sur les bancs de l'école à faire quelques minutes. Et après, vous voyez, je suis là ce soir. Et pourtant, j'étais un grand timide il y a 5-10 ans. Quoi. Merci.